Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme promis, toujours dans le cadre de la chronique 101, le petit B. Alors, je fais suite à l'explication que j'ai pu donner ces derniers temps sur, je dirais, comprendre la transition soviético-russe que Vladimir Poutine et son équipe ont su mettre en place afin de pouvoir saisir ce que est finalement la Russie aujourd'hui et comment elle a pu associer son histoire avec cet effondrement de l'Union soviétique. Et donc dans ce petit B, je vais, je dirais, euh, définir la suite. Alors, quand je parle de retour à l'Union soviétique, je parle également de retour de l'esprit de puissance. Donc, ce retour de l'esprit de puissance est dans le but d'accélérer son retour international, je dirais même son intégration au nouvel ordre mondial. Et Vladimir Poutine a donc admis comme priorité la reconstruction géopolitique de la puissance russe. Alors, en cela, je dirais qu'il est revenu à une forme de réalisme stratégique, s'inspirant d'une part du pragmatisme léniniste des années 20. Vous savez, ce pragmatisme que Lénine avait vis-à-vis de Trotsky. Lui n'était pas, puisqu'il voulait poursuivre la guerre et la révolution permanente, et dont Lénine avait compris qu'il fallait bâtir un État moderne. Ça, c'est pour la petite histoire. Je dirais que dans ce pragmatisme, composant avec la réalité sociopolitique, et d'autre part la réelle politique, ouest-allemande, dominante dans les années 70, et cette politique fut à l'origine, bien entendu, initiée par l'ancien chancelier de 1969 à 1974 de la République fédérale d'Allemagne, la RFA, Willy Brandt, et dans le cadre d'une coexistence pacifique Est-Ouest, et celle-ci fondée sur l'Ostpolitik, l'ouverture à l'Est, qui a marqué une évolution fondamentale dans le rapprochement politique des deux blocs antagonistes. Ainsi, sur la base d'une nouvelle pensée, on pourrait appeler nouvelle doxa, plurialiste, définie par Poutine comme une forme de pragmatisme idéologique et prenant en compte les nouveaux rapports de force dans le monde. Ceci étant, Vladimir Poutine s'est efforcé de redonner à la Russie sa grandeur passée, ce que le peuple, bien entendu, humilié, c'est ce que comprennent pas beaucoup d'Occidentaux. Pourquoi les gens revotent pour Poutine, c'est qu'il a su hisser à une certaine hauteur la Russie et que le peuple fut humilié. Et Poutine a su redonner cet élan de fierté que tout peuple peut avoir en existant dans sa propre nation. Alors dans ce but, il a appuyé sa politique globale d'une part sur des valeurs capitalistes, c'était peut-être le premier à le dire, que Poutine n'est pas communiste, que les choses soient claires là-dessus. Donc sur le plan interne, qu'on appelle grossièrement économique, et d'autre part sur les valeurs communistes également, parce que c'est assez ambigu, il s'adapte au monde qui sont basés sur des valeurs capitalistes, c'est un peu le cas de la Chine dans une autre dimension qu'on appelle le socialisme chinois défini lors du 19e congrès de Xi Jinping, et je dirais cette espèce de construction un petit peu polymorphe de la doctrine Poutine, alliant finalement une sorte de capitalisme du marché et puis de valeurs communistes sur, je dirais, sur le plan externe, ce qu'on pourrait qualifier comme étant le plan géopolitique.
Alors, à terme, il y a un objectif implicite, c'est de créer une sorte d'économie sociale de marché, on y revient. Je vous renvoie également à l'économie sociale de marché des années 70, un essai d'économie sociale de marché en Allemagne, et également les analyses intéressantes d'Alec Nove dans son pavé un peu plus intéressant. Dommage qu'il est un petit peu tortueux, bourré de synthèses techniques, mais son fameux ouvrage incontournable, dont le titre est L'économie socialiste sans Marx. Alors revenons justement à cette économie sociale de marché, qui bien entendu fortement encadrée par l'État, et réhabilitant le facteur humain dans une structure concurrentielle soumise aux normes libérales d'un marché désormais, soyons clairs là-dessus, mondialisé. Eugenio Primakov a utilisé l'expression d'économie à option sociale. Sur le plan interne, il s'agit de préserver un État centralisé et volontariste, impulsant bien entendu les orientations fondamentales du développement, je dirais à partir d'une action permanente sur le tissu économique, via bien entendu les moyennes entreprises. Alors, tout cela bien entendu concourt sur un ensemble de programmes prioritaires via les grandes entreprises, et l'objectif de Vladimir Poutine est de créer une économie mixte, centralement régulée au niveau des branches stratégiques, politiquement sensibles, s'appuyant à la périphérie sur une structure industrielle régulée par le libre marché. Nous ne sommes pas très éloignés du système chinois, bien entendu avec, je dirais, des options un peu différentes, des caractéristiques différentes. Alors, comme le dernier président soviétique, Mikhail Gorbatchev, de 1985 à 1991, auteur d'une réforme radicale de restructuration politique et économique, nommée la Perestroïka, en vue d'un socialisme de marché, Vladimirovitch Poutine est donc à la recherche d'une troisième voie, entre les modèles libéral et dirigiste, un petit peu s'inspirant également, puisqu'on sait qu'un de ses conseillers a je dirais, une admiration sans borne du général de Gaulle. Donc, effectivement, une espèce de modèle un peu hybride entre le libéral et le dirigiste. Alors, en effet, je dirais, Mikhail Gorbatchev voyait dans le socialisme à visage humain, selon l'expression de Dubček, en 68, une possibilité, je dirais, de troisième voie du développement. Alors, à travers l'héritage de Gorbatchev, la culture soviétique est donc, je dirais, encore particulièrement présente dans certaines orientations de la politique économique russe, qui revient vers une forme de dirigisme étatique de marché. Dans sa quête d'un modèle de développement idéal, Poutine a construit, je dirais, une sorte de système hybride, s'inspirant, je dirais, des pratiques capitalistes et communistes, dans l'optique d'une efficacité économique optimale, intégrant, je dirais, certaines normes sociales spécifiques au contexte russe. C'est pour ça que j'ai comparé les deux modèles, chinois et russes, ayant leur propre spécificité. Donc, effectivement, leur propre modus operandi. Alors, pour reprendre la terminologie zinovienne, il s'agit en quelque sorte d'une efficacité sociale de l'économie adaptée aux réalités, je dirais, des besoins de l'État russe et, bien entendu, du pays qu'aujourd'hui on appelle la Russie. Au fond, l'enjeu sous-jacent à cette question est la définition d'un modèle alternatif de développement dont pourraient s'inspirer certains États marginalisés par la mondialisation libérale ou même certaines puissances nouvellement émergentes. On peut dire que même à terme, dans le prolongement du soviétisme, Moscou cherche à reprendre le leadership moral et politique du tiers-monde exploité. C'est une des raisons, ce cas d'espèce, que Vladimir Poutine a toujours, je dirais, entretenu les alliances ou les relations avec les anciens alliés de l'Union soviétique. J'en veux pour preuve ces derniers temps
l'actualité nous a étayé justement sa présence, je dirais, indéfectible dans la République arabe de Syrie. Alors, dans son discours de Munich de février 2007, rappelez-vous, Vladimir Poutine a ainsi revendiqué un système plus démocratique et plus équitable des rapports économiques qui donne à tous, bien entendu, une chance et une possibilité de développement. Implicitement, il s'agit surtout, selon lui, de créer un contrepoids géopolitique à l'unilitarisme hautain et à l'excès de puissance de la vertueuse Amérique, et dans l'optique de contrebalancer l'omniscience américaine ou l'omnipotence en Eurasie. Poutine a essayé de se rapprocher de la Chine, une fois après avoir constaté que les Européens n'avaient pas de parole et finalement n'avaient que de dessein de destruction bonne et due forme de la Russie. Donc Poutine se rapproche de la Chine, de l'Inde, pour former une alternative idéologique crédible, et en cela on peut parler d'un retour de l'idéologie. Sur le plan externe, il s'agit de redonner à la Russie son aura internationale par la, je dirais, restauration de sa puissance, triplement fondée sur les potentiels énergétiques, économiques et militaires, et je dirais que même dans un premier temps, la Russie a repris la main, je dirais, dans le grand jeu des puissants. Bien entendu, ce grand jeu qui l'oppose aux puissances occidentales pour le contrôle des ressources énergétiques et de leur transport. Au cœur de l'Asie centrale, zone historiquement de domination. N'oublions pas aujourd'hui la présence et la volonté des Américains à essayer, je dirais, d'infiltrer les routes de la soie. C'est une réalité, je dirais, incontournable, qui, bien entendu, sont des zones historiques de domination. Alors, le retour en force du complexe militaro-industriel, dont la moitié de la production est aujourd'hui destinée au secteur civil, s'inscrit dans ce contexte. Dans la tradition soviétique, sachons-le, le CMI retrouve un rôle central comme levier catalyseur et secteur même moteur. Quand on parle de secteur catalyseur, c'est le secteur de la croissance économique, bien entendu. En outre, sous l'impulsion de Poutine, la Russie a durci sa doctrine militaire et redonné une certaine vigueur à son armée en déliquescence accélérée sous le régime de Helsinki. Souvenez-vous, Vladivostok était un véritable cimetière de matériel soviétique laissé à l'abandon et dont une bonne partie de cadres de l'armée n'étaient peu ou plus payés. Bon, ça c'est encore un autre problème. Alors dans cet axe, on note un recentrage de la stratégie militaire russe sur la force dissuasive et du nucléaire et l'utilisation préventive de l'atome militaire dans les conflits régionaux. Cette inflexion de la ligne nucléaire est très nette à partir de 2000, comme l'atteste le Conseil de sécurité 2000 de la Russie, qui reste bien entendu, je dirais, un élément majeur de sa doctrine stratégique. L'objectif essentiel de la Fédération de Russie est la réalisation de la dissuasion en vue de prévenir une agression de n'importe quelle envergure, y compris avec l'emploi, bien entendu, je dirais, l'emploi de l'arme nucléaire contre la Russie et ses alliés. Le rôle de l'atome sera d'ailleurs renforcé dans la future doctrine militaire de la Fédération de Russie présentée par le général Garev. Le 20 janvier 2007, pour la Russie, étant donné qu'un rapport des forces qui lui est extrêmement défavorable sur tous les axes stratégiques, l'arme nucléaire demeurera, je dirais, l'élément capital, le plus sûr comme force de dissuasion ou comme moyen de dissuasion d'une agression extérieure et le plus sûr moyen de garantir sa propre sécurité. Alors, mais au-delà, je dirais, dans la tradition brejnevienne, pour bien mesurer quelles sont les évolutions, l'atome tend à être instrumentalisé avec l'énergie, comme vecteur, je dirais, de la politique extérieure russe.
Dans le même temps, on note une influence croissante des élites militaires dans le processus de décision politique, dans la continuité des anciens lobbies soviétiques du CMI. En dernière instance, Poutine a mis en œuvre une réforme visant à moderniser, voire même à rationaliser la technologie militaire russe pour faire face aux nouvelles menaces et aux nouveaux défis imposés par l'expansionnisme américain sur sa proche périphérie. Dans le prolongement de la ligne extérieure soviétique, cette orientation stratégique privilégie donc la projection de forces comme levier de la puissance russe, et la Russie, je dirais, serait en train de vivre un moment néo-impérial que sous-tend une classique volonté de puissance. N'oublions pas que quand une nation est entourée d'éléments hostiles, elle est dans un instinct, voire un concept de survie. Ce qui n'est pas la même chose d'une nation dont ses frontières ne sont pas menacées. Alors la zone post-soviétique, comme élément, je dirais, dans la doxa stratégique de priorité, depuis la chute du régime communiste en 1991, la Russie post-soviétique a essuyé de profonds revers politiques, économiques et stratégiques. Bref, la structure était en déliquescence. Désormais, la Russie ne veut plus reculer au cœur même de son espace historique, ouvertement menacé par l'impérialisme américain, encouragé par le chaos russe du post-communisme. Cette progression du néo-impérialisme américain est aujourd'hui relayée par, je dirais, ses doubles bras otaniens et européens. À terme, l'objectif latent de Washington est d'intégrer certains États ex-États socialistes à l'Union européenne, bien entendu, plus particulièrement à l'OTAN, en vue de comprimer la zone d'influence russe et surtout de renforcer l'orbite euro-atlantique. Ceci est explicite dans le discours stratégique américain, mais également l'Union européenne et l'OTAN, qui doivent travailler à leur élargissement ou perdre, je dirais, le bénéfice de la victoire de la guerre froide. Car nous sommes encore dans un retour où nous sommes dans une continuité de la guerre froide. Alors l'extension de l'orbite, je dirais, euro-atlantique rend impérative l'inclusion de nouveaux États indépendants ex-soviétiques et en particulier le cas ukrainien. Or, Moscou considère l'avancée de l'Amérique et de l'OTAN et de l'Europe sur sa périphérie eurasienne comme une véritable menace pour ses intérêts nationaux et en définitive pour sa sécurité. Et cela est clairement affirmé dans sa doctrine stratégique, et je dirais même à l'origine mentionné dans son concept de sécurité. Alors dans la vision russe, cette ingérence est issue d'une pratique de guerre froide et vise à réduire, comment on dirait ça, sa zone tampon sécuritaire assurant une profondeur stratégique. Alors dans l'optique, bien entendu, premièrement de la fragiliser, et cette avancée occidentale en zone post-soviétique est d'autant plus provocante que Moscou n'a pas renoncé à l'idée d'une intégration dans cet espace, selon bien entendu la nouvelle conception de la politique étrangère russe. Moscou également, n'oublions pas, redoute une tentative occidentale de compression de sa puissance sur ses zones périphériques, en particulier dans son étrange, qu'on appelle ce que Poutine, dans sa traduction, explique comme étant l'étranger proche. Et à cet égard, on peut suspecter, je dirais, l'extension est-européenne du bouclier antimissile américain, de chercher à neutraliser la puissance nucléaire russe. Rappelez-vous, quant à la question du journaliste Vladimir Poutine, concernant le bouclier antimissile américain, qui n'était là finalement au fond qu'être un bouclier contre l'Iran, Poutine a eu cette réaction d'une crise de fou rire. Bon, alors, revenons à cette fameuse, je dirais, puissance nucléaire russe devant être, je dirais, neutralisée. Les zones de positionnement de l'ABM américain sont déployées à des endroits qui sont loin d'être optimaux. Je vous renvoie à étudier les cartes de la présence des bases américaines et bien entendu de la présence américaine par le biais de l'OTAN
dans différentes régions du monde, et vous verrez que finalement la Russie est assez entourée. Donc, vous verrez certaines zones de positionnement qui, à mon sens, se passent de commentaires. Après, c'est factuel, hein, il n'y a pas, je dirais, à interpréter, puisque la plupart de ces cartes sont données par, je dirais, par ces mêmes acteurs, et non pas des cartes, je dirais, frelatées ou manipulées. Alors bien entendu, on peut considérer que on en revient à toujours ce problème des antimissiles américains positionnés du côté de la Pologne, qui sont déployés à des endroits qui sont loin d'être optimaux pour intercepter les missiles en provenance de l'Iran ou de Corée du Nord, mais en revanche est tellement propice, je dirais, à l'interception de missiles tirés depuis le territoire russe en direction des États-Unis. Mais le plus inquiétant pour Moscou est les capacités de l'OTAN à violer les règles internationales. Donc, bien entendu, les règles onusiennes. Donc ça, c'est un fait. Pour imposer ses choix unilatéraux, laissant par ce biais planer plus ou moins une menace constante sur d'éventuelles incursions en zone post-communiste. Et donc, effectivement, la direction des affaires étrangères russes, le MID, donc le MID, à travers la position de Ryabkov, a récemment réitéré sa crainte de l'alliance, je dirais, je cite, l'alliance déclare de plus en plus fort qu'elle peut effectuer des opérations sans mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, ou manifestant sa foi dans le droit international sans aucun soutien des autres États. Ce n'est rien d'autre que la volonté de l'OTAN de s'arroger le droit de prendre des décisions unilatérales dans le cadre de la sécurité internationale. Alors dans son essence, cette offensive américaine, instrumentalisant les institutions internationales, s'inscrit dans la ligne anti-russe de ce qui avait été défini dans le grand échiquier de Zbigniew Brzezinski, rappelez-vous, le fameux faucon yankee, qui, dans cet ouvrage, cherche à renforcer la domination de Washington sur le continent eurasien via la déstabilisation, l'encerclement et l'érosion de la puissance russe. Le maintien de la suprématie mondiale de l'Amérique se joue désormais en Eurasie, et en ce sens, elle fait de ce continent l'enjeu géopolitique principal selon l'expression de Zbigniew Brzezinski. Ce dernier, toujours, souligne qu'une préoccupation majeure de l'Amérique sera de contrôler les principaux acteurs de l'échiquier eurasien, la longévité et la stabilité de la suprématie américaine sur le monde dépendront entièrement de la façon dont ils manipuleront ou sauront satisfaire les principaux acteurs géostratégiques présents sur l'échiquier eurasien. Sous la bienveillance, bien entendu, ça va de soi, je dirais, américaine, la création du GUAM, donc du Guam, alliance ouvertement anti-russe, s'inscrit dans cette stratégie, à terme, je dirais l'objectif sous-jacent est de lézarder la cohésion de la CEI pour accélérer le déclin russe dans son étranger proche et surtout saper les fondements de son espace politique qui en définitive définit sa zone potentielle d'intervention. Or, la CEI reste un espace stratégique pour la Russie et surtout fait partie de sa sphère d'intérêt, d'influence, voire même, je dirais, des intérêts vitaux. Cela explique qu'elle soit devenue priorité de la politique extérieure russe, et en effet, je dirais, Moscou utilise la CEI comme un levier d'influence sur ses anciennes républiques, et pour cette raison prône une intégration maximale, ce que Poutine définit comme étant le potentiel d'intégration qui n'est pas épuisé. Je vous renvoie également au discours de Medvedev là-dessus. En outre, je dirais, dans la perception historique russe, la CEI exprime un lien symbolique fort avec son ancien statut soviétique de superpuissance, et en ce sens, elle est partie intégrante de ses fondements identitaires et culturels.
D'autant plus qu'il faudrait bien préciser, voire même rajouter, qu'elle a permis de préserver une certaine unité politique avec ses ex-républiques, principalement en Asie centrale. Enfin, de manière tendancielle, l'influence russe en CEI joue un rôle de stabilisateur géopolitique. Autrement dit, la CEI, la Communauté européenne indépendante, est perçue par Moscou comme une zone sécuritaire intégrée, voire ce qu'on pourrait appeler un État, ce qu'on appelle une zone tampon, à sa stratégie globale de défense. Et dans ce contexte, toute érosion de l'influence russe en CEI est a fortiori toute déstabilisation éventuelle de cette zone, je dirais même est considérée comme une menace pour la structure sécuritaire de l'État russe, et sont ainsi mentionnées comme menaces majeures, je veux dire caractère prioritaire, à l'affaissement, je veux dire affaissement ou affaiblissement de ce processus d'intégration dans la CEI. L'apparition, je dirais même, et l'escalade de conflits près des frontières d'États de la Fédération de Russie et des frontières extérieures des États membres de la CEI, dont les prétentions à l'encontre du territoire de la Russie. N'oublions pas également qu'à l'époque de l'Union soviétique, beaucoup de minorités russes furent dispatchées un peu dans des différentes anciennes ex-républiques et dont Poutine a le souci de leurs intérêts. Donc, nous avons également l'objectif central de la ligne de Brzezinski, qui est de stabiliser le leadership américain sur l'espace eurasien et à cette fin empêcher l'émergence de puissances potentiellement, je dirais, hostiles ou concurrentes. Zbigniew Brzezinski nous l'a bien expliqué dans son livre Le Grand Échiquier. Je pense que c'est à la page 253 et à la page 254, me semble-t-il, sauf erreur de ma part, et dont il précise par le biais de manœuvres politiques, de manipulations, de mise en place de think tanks, d'oligarques également, dûment formés dans les universités américaines. On pourra ainsi prévenir l'émergence d'une coalition hostile qui pourrait chercher à contester la suprématie des États-Unis. Et cela explique l'hostilité américaine à tout rapprochement radical entre l'Europe, bien entendu, et la Russie, et a fortiori toute reconstruction de la structure impériale russe qui remettrait en cause la légitimité de son leadership. Dans ce but, Washington tend à instrumentaliser l'effervescence nationaliste et indépendantiste, quitte à jouer avec des anciennes, je dirais, des anciens démons et des anciennes cartes d'un certain nationalisme ayant été le levier du Troisième Reich, c'est le cas par exemple de l'Ukraine, et dans ce but, Washington met tout en place pour aussi bien développer le nationalisme le plus, je dirais, séparatiste, indépendantiste, et bien entendu, sous-tendu, je veux dire, n'ayons pas peur de le dire, également l'instrumentalisation des mouvements religieux, qui est le cas d'espèce, par exemple, en ex-Yougoslavie, au Kosovo, contre les Serbes. Donc, c'est un fait, il n'y a pas, je dirais, à revenir là-dessus. Bon. Alors, dans le passé, cette politique a été parfaitement appliquée dès 1979 en Afghanistan, hein, avec l'aide des talibans pour renverser le pouvoir pro-soviétique de l'époque. Bon. Ensuite, on peut même considérer que récemment, dans les Balkans eurasiens, au Kosovo, avec le soutien de la résistance aux mafieux de l'Utcheka pro-albanaise, dont le représentant est Hashim Tachi, pour renverser le régime russe de, je dirais, excusez-moi l'euphémisme, le régime pro-russe de Milosevic. Bon. De manière implicite, la stratégie de Brzezinski considère le contrôle de la zone post-soviétique comme la pierre angulaire du contrôle de l'Eurasie. À terme, il s'agit notamment de créer une grande Asie centrale, le fameux GAC, inféodé aux intérêts nationaux américains, et dans cette optique, le facteur religieux, surtout islamique, comme étant un élément, je dirais, important de l'outillage américain, est utilisé par Washington comme un vecteur de délégitimation de l'autorité russe, de ces minorités présentes sur le seuil de ces différentes entités, et dans sa zone de domination traditionnelle, autrefois bien entendu impériale. Alors, dans une large mesure, cette instrumentalisation politique des crises ethnico-religieuses a pris une tournure dangereuse en zone post-soviétique,
notamment dans les espaces caucasiens et centra-asiatiques, et in fine finalement dans le grand sud musulman de la Russie. Le soutien américain aux extrémistes religieux comme Hassan Khattab ou d'autres comme levier d'une ligne anti-russe a été je dirais une pratique non seulement évidente, mais également l'intégration de certains services secrets tels que le ISI, les services secrets pakistanais en Tchétchénie, ou les fonds de financement de l'Organisation de la coopération islamique liée à l'Arabie Saoudite ou au Qatar ou aux différents pays du Golfe, est un fait aujourd'hui manifeste et révélé. Et cela, bien entendu, a été illustré de manière spectaculaire par la radicalisation de l'Ingouchie, de la Tchétchénie, où l'ingérence insidieuse de Washington a été déterminante. Dans cet axe, l'influence de Washington, via bien entendu Brzezinski, ou je dirais de douteuses organisations non gouvernementales comme l'Open Society de George Soros, a été décisive dans les révolutions libérales ou précisément les révolutions orange ou colorées en Géorgie, par exemple en 83, et en Ukraine en 84, permettant à ces républiques de l'ex-URSS de s'émanciper de la domination russe au profit de la tutelle politique américaine et bientôt de la tutelle militaire de l'OTAN. Dans l'ex-Yougoslavie, rappelez-vous, la manipulation américaine des nationalismes religieux a fait le nid de l'indépendance programmée et illégale du Kosovo, qui, n'ayons pas peur de le dire, le Kosovo est une province historiquement serbe, autorisant désormais le rêve d'une éventuelle grande Albanie. Ainsi, dans le prolongement de la stratégie anti-soviétique de guerre froide, Washington joue de nouveau le facteur islamique, selon le terme, je dirais, de Apakova, en vue de comprimer la puissance russe de manière troublante. N'oublions pas le sous-secrétaire Byrne d'État américain pour les affaires politiques qui a déclaré au lendemain de l'indépendance autoproclamée du Kosovo que les États-Unis considéraient comme très positif le fait qu'un État musulman, un État majorité musulmane, ait été créé aujourd'hui. Et en réponse, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a dénoncé dans le quotidien de Rozheskaya Gazeta l'immoralité de la ligne américaine, encourager les tendances séparatistes, à mon avis, selon lui, immorale et en définitive la parcellisation de l'ex-Yougoslavie a jeté les bases finales du recul russe dans l'Est européen au profit de l'avancée américaine, sanctionnée par la construction de nouvelles bases américaines et future implantation du bouclier antimissile en Pologne et en République tchèque. N'oublions pas que Elia Izetbegovic, qui fut le président de la Bosnie indépendante, avait des relations très très proches avec les cercles, je dirais, économiques et militaires américains. Alors, en déstabilisant les régimes en place, ce détournement politique de la question nationale, donc religieuse, a transformé l'espace multiethnique post-soviétique en une véritable, je dirais, bombe à retardement, et les leçons de l'histoire apparemment n'ont servi à rien. Alors, bien entendu, je ne pourrais pas terminer cette chronique sans y apporter une sorte de, je dirais, de petit clin d'œil à Vladimir Ilitch Lénine, dont effectivement dans ses 47 ouvrages, nous trouvons certaines informations intéressantes, surtout à titre posthume, et de manière prophétique. Je dirais que sur son lit de mort, Lénine avait pourtant averti du danger de ne pas distinguer le nationalisme d'une petite nation opprimée de celui d'une grande nation opprimante. La question nationale avait-il alors, je dirais solennellement, lancé à l'adresse de Joseph Staline, ne doit pas être instrumentalisée à des fins politiques. Or, plus de 8 décennies plus tard, la question nationale a été sacrifiée par la politique de George W. Bush sur l'autel du libéralisme messianique et au nom d'une guerre idéologique entre le bien et le mal. Mais au-delà de l'enjeu politique du contrôle de l'Eurasie,
cœur bien entendu stratégique du monde selon Brzezinski, est renforcée par la triple dimension énergétique, le contrôle du pétrole et du gaz, stratégie extension du bouclier nucléaire américain et nationalisme surfant sur les revendications, je dirais, historiques de la Seconde Guerre mondiale et même antérieure, et de cette lutte d'influence implacable entre les deux anciens ennemis de la guerre froide. Alors voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette, je dirais, chronique 101, qui est, en l'occurrence, c'est le petit B. Je ferai, comme je l'ai précisé lors de la première chronique, une chronique petit c qui sera la conclusion et la fin de ces 3 chroniques, de ces 3 volets plus exactement, dans une seule et même chronique. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je sais que certaines informations feront grincer les dents, mais je pense qu'il est bon et nécessaire de rappeler, finalement, au fond, ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui au fil de l'actualité. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine chronique.